Un shérif tourmenté par les fantômes du passé trouva une femme enceinte au bord de la mort lors d'une tempête de neige impitoyable. En l'accueillant, il ne s'imaginait pas qu'il abritait un secret dangereux qui attirerait la fureur d'hommes cruels à sa porte. Le destin a entrelacé leur vie de manière brutale et le prix de la protection pourrait être sa propre âme. Préparez-vous, car voici une histoire de rédemption et d'amour improbable qui va vous captiver. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez d'où vous nous suivez. Au lever de l'aube, quand le vent murmurait encore des secrets glacés sur les plus hauts sommets des montagnes rocheuses, la tempête de neige montrait déjà des signes de trêve. Le monde, auparavant un flou blanc et furieux, commençait à se définir en contours doux, comme un dessin au fusain lentement révélé. C'est dans ce scénario de beauté austère et de danger récent que le shérif Jean Dubois suivait une trace presque invisible dans la neige profonde. Le hurlement qui l'avait guidé la nuit précédente n'était pas celui d'un loup, ni le sifflement du vent dans les ravins. C'était une lamentation humaine, fine et désespérée, un fil d'agonie qui se détachait de la symphonie sauvage de la tempête. Il la trouva recroquevillée contre une roche sombre, une silhouette presque engloutie par la neige, le ventre proéminent une forme incongrue sous les couches de tissu déchirées et trempées. Quand ses yeux s'ouvrirent, se fixant sur les siens, ils étaient comme des puits d'une terreur ancienne, un épuisement qui semblait avoir aspiré l'essence même de la vie. Jean, un homme dont l'âme semblait aussi érodée que les ravins qu'il patrouillait depuis des années, sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur de souffrance qui faisait écho aux coins les plus sombres de sa propre existence. Avec la ténacité de celui qui n'a plus rien à perdre et, pour cette raison même, s'accroche au devoir comme un naufragé à des débris, il l'enveloppa dans son lourd manteau en peau de mouton et, avec effort, la souleva dans ses bras. Son poids était presque insignifiant, comme si elle était faite d'os d'oiseaux et de peur. La cabane du shérif se trouvait à quelques kilomètres de la ville sans nom, un amas poussiéreux de planches mal clouées et d'espoir encore plus fragile. C'était son refuge et sa prison, un endroit où le silence n'était brisé que par le crépitement du bois dans la cheminée ou par le hurlement lointain des coyotes. La ville elle-même n'était guère plus qu'un point d'arrêt pour la diligence, un flou dans l'immensité pour les trains qui fendaient les plaines lointaines avec leur fumée arrogante. L'air y sentait la vieille poussière, les chevaux en sueur et, les soirs de samedi, le whisky bon marché et la vieille poudre, vestiges d'altercations oubliées. Jean, avec ses 40 ans marqués sur le visage comme des sillons de charrue sur terre sèche, était une figure d'autorité réticente. Ses yeux, d'un bleu délavé comme le ciel de midi en été, étaient des observateurs implacables. Il voyait tout, enregistrait chaque détail, mais ses lèvres bougeaient rarement pour commenter. Il portait le poids d'une tragédie personnelle, la perte de sa femme, Marthe, et de la petite Sarah, emportée par une fièvre impitoyable des années auparavant. Cette perte l'avait scellé au monde, le transformant en une coquille d'homme, fonctionnelle, mais vide à l'intérieur. Sa loyauté farouche au code non écrit de l'Ouest, protéger les sans-défense, maintenir l'ordre, même si c'était un ordre précaire, était ce qui le faisait avancer, bien qu'il le fasse avec une résignation froide, presque mécanique. Son conflit interne était un nœud aveugle de culpabilité, la sensation persistante d'avoir échoué à protéger ceux qu'il aimait le plus, un échec qu'il avait intériorisé comme une incapacité fondamentale à aimer, à prendre soin, à maintenir en sécurité. La présence de la femme inconnue, maintenant fébrile et délirante dans son lit improvisé près de la cheminée, était comme une aiguille remuant dans sa blessure mal cicatrisée. Il la couvrit d'une autre couverture. Sa respiration était superficielle, ses lèvres sèches murmurant des mots incompréhensibles. La solitude du shérif était un manteau lourd, cousu avec les fils de la perte et du regret, qu'il portait même sous le soleil le plus inclément. Et maintenant, cette nouvelle présence, si fragile et nécessiteuse, menaçait de défaire certaines de ses coutures douloureuses. Le sanctuaire de solitude et de douleur qu'était sa cabane, son symbole d'isolement, était sur le point de changer. La neige fondit aussi vite qu'elle était arrivée, comme si le printemps, impatient, avait balayé l'hiver d'un geste brusque.
Elle révéla un monde lavé, mais encore aride. La terre brune et grise parsemée du vert timide de la nouvelle végétation. Les premières semaines dans la cabane furent un silence tendu, brisé seulement par le crépitement du bois dans la cheminée, par le grincement des planches du plancher sous les bottes de Jean et par les murmures occasionnels de la femme, tandis qu'elle luttait contre la fièvre. Il la nourrissait de bouillon clair, lui essuyait le front moite avec un linge humide, tout cela avec une efficacité distante, presque professionnelle. C'était un soin dénué de chaleur, mais pas de dévouement. Il accomplissait un devoir, rien de plus. Du moins, c'est ce qu'il se disait. La femme, dont il ne connaissait toujours pas le nom, commença à s'améliorer lentement. La fièvre céda, et la conscience revint dans ses yeux, bien qu'ils portent encore l'ombre de la peur. Elle était jeune, peut-être une vingtaine d'années, avec des cheveux sombres comme la nuit, et des traits fins que l'épuisement et la souffrance ne parvenaient pas à effacer complètement. Son nom, murmura-t-elle un jour, d'une voix encore faible, était Claire. Elle n'offrit pas de nom de famille, ni d'histoire, et Jean ne demanda pas. Il avait appris il y a longtemps que certaines questions étaient des portes qui, une fois ouvertes, pouvaient révéler plus de douleur qu'un homme ne pourrait supporter. La ville, étrangère au drame silencieux qui se déroulait dans la cabane isolée, poursuivait sa routine somnolente. Le saloon du vieux monsieur Martin ouvrait à midi et fermait quand le dernier ivrogne titubait dehors. L'épicerie de Madame Dupont, une veuve stoïque aux yeux doux, vendait de tout, de la farine et des haricots aux munitions et aux rubans. Le forgeron, un Allemand corpulent appelé Monsieur Bernard, faisait teinter l'air avec le son de son marteau sur l'enclume. Jean allait à la ville tous les quelques jours pour chercher des provisions et maintenir l'apparence de normalité. Personne ne s'enquérait de ses mouvements et il n'offrait pas d'explication. Son isolement était respecté, ou peut-être craint. Mais les regards curieux le suivaient, surtout ceux de Madame Dupont, qui lui offrait toujours une tasse de café chaud et une conversation aimable, tentative douce de briser sa carapace. Il appréciait le geste, mais l'acceptait rarement complètement. Claire commença à se déplacer dans la cabane, initialement avec l'hésitation d'un animal blessé. Ses yeux suivaient Jean avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Il remarqua comme elle se recroquevillait légèrement quand il s'approchait soudainement, comme ses mains tremblaient en tenant la tasse de bouillon. Quelqu'un l'avait blessé, et beaucoup. Un jour, il réparait une de ses bottes usées, la semelle presque décollée. Il le faisait en silence, concentré, ses mains grandes et rugueuses étonnamment agiles avec l'aiguille et le fil épais. Elle l'observait depuis la chaise près de la cheminée, une couverture sur les genoux malgré la chaleur croissante du printemps. Quand il eut terminé, il lui tendit la botte. Leurs doigts se frôlèrent un instant. Un contact minimal, mais qui sembla transporter un courant électrique subtil. Elle murmura un « merci », la voix encore un peu rauque. Il se contenta de hocher la tête, mais sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Un sentiment qu'il ne reconnaissait pas, ou qu'il avait peut-être oublié depuis longtemps. Ce fut le premier lien, fragile comme une toile d'araignée, entre deux âmes endommagées. Les semaines se transformèrent en un mois, et la présence de Claire dans la cabane devint une routine étrangement confortable pour Jean. Elle commença à aider avec de petites tâches, pliant les couvertures, essayant de balayer le sol avec un balai improvisé, bien qu'il insistât pour qu'elle se repose. Son ventre grossissait visiblement, un rappel constant de la nouvelle vie qu'elle portait et du danger qui semblait planer sur elle comme un nuage sombre. La vérité sur le passé de Claire était une ombre qui se faufilait dans les coins de la cabane, grandissant chaque jour, menaçant d'engloutir la fragile lumière d'espoir qui commençait à naître entre eux. Il se surprenait à l'observer quand elle pensait qu'il ne regardait pas. La manière dont la lumière du soleil de l'après-midi rehaussait les fils cuivrés dans ses cheveux sombres, la tristesse persistante dans ses yeux même, lorsqu'un rare sourire effleurait ses lèvres. Il commença à parler davantage, pas beaucoup, mais assez pour briser le silence oppressant. Il racontait l'histoire de la ville, des montagnes, des animaux qui s'approchaient parfois de la cabane. Elle écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles, sa voix gagnant en force chaque jour. Alors ils arrivèrent, 3 hommes à cheval, surgissant de la poussière de la route comme des apparitions sombres.
Ils entrèrent dans la ville sans nom avec l'arrogance de ceux qui se sentent maîtres des lieux. Ils étaient différents des prospecteurs ou cowboys habituels. Leurs vêtements étaient sombres et bien coupés, bien que poussiéreux par le voyage. Leurs armes, 2 revolvers chacun, pendaient bas et prêts dans leurs étuis ouvragés. Leurs visages étaient durs, marqués par le soleil et la cruauté, et leurs yeux balayaient tout avec une intensité prédatrice. Jean sortait de l'épicerie de Madame Dupont quand il les vit descendre devant le saloon. Un frisson lui parcourut l'échine. Il connaissait ce genre d'hommes. C'étaient des chasseurs, et ils n'étaient pas là par hasard. La petite ville, un animal acculé, se recroquevillait sous le regard prédateur des nouveaux venus, et l'air sembla devenir plus lourd, chargé d'une menace non dite. Jean sentit un nœud se serra dans son estomac. Il ne pouvait être là pour aucune autre raison. Il la cherchait. Le premier moment de haute tension était arrivé, silencieux et implacable comme un serpent dans les hautes herbes. Les 3 hommes, menés par un grand et mince au visage marqué d'une cicatrice qui lui tirait la lèvre en un sourire permanent et sinistre, commencèrent à poser des questions discrètes mais incisives au saloon, à l'écurie, à l'épicerie. Ils cherchaient une femme, enceinte, aux cheveux sombres. Ils offraient une récompense généreuse pour toute information. La nouvelle parcourut la petite ville comme un feu dans la paille sèche. Jean observait de loin, son visage un masque impassible, mais à l'intérieur, ses instincts hurlaient danger. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un, par cupidité ou par peur, ne mentionne la femme que le shérif avait sauvée de la tempête de neige. Il devait gagner du temps. Il devait en savoir plus sur ces hommes et sur qui les avait envoyés. Il retourna à la cabane avec un poids sur le cœur. Il trouva Claire assise à la table rustique, essayant de rapiécer une de ses rares pièces de vêtements avec du fil et une aiguille qu'il lui avait apportée de la ville. Elle leva les yeux quand il entra, et un petit sourire illumina son visage. Un sourire qui s'évanouit rapidement en voyant son expression sombre. « Qu'est-ce qui s'est passé, Jean ?» demanda-t-elle, la voix soudainement anxieuse. Il hésita un instant, puis raconta l'histoire des hommes en ville. Il vit la terreur revenir dans ses yeux, la couleur quitter son visage. Elle laissa tomber sa couture, les mains tremblant de manière incontrôlable. « Ils m'ont trouvé », murmura-t-elle, la voix étranglée. « Il les a envoyés. »« Qui ça, Claire ?» demanda Jean, la voix douce mais ferme. Cette nuit-là, près de la cheminée, avec le vent hurlant dehors comme un prélude à ce qui allait arriver, Claire raconta enfin une partie de son histoire. Elle parla d'un homme puissant et cruel, un baron du bétail d'un territoire lointain appelé Monsieur Antoine Leclerc. Un homme à qui elle avait été promise contre sa volonté. Un homme qui la voyait comme une propriété, pas comme une personne. Elle s'était enfuie la nuit où elle avait découvert qu'elle était enceinte, sachant qu'il ne la laisserait jamais partir, surtout portant son héritier. Elle n'entra pas dans les détails de sa cruauté, mais la façon dont son corps tremblait et les larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pendant qu'elle parlait en disaient plus que les mots. Jean écouta en silence, son visage durci par la colère qui grandissait en lui. Une colère froide et calculatrice. Il sentit le poids de sa responsabilité augmenter. Ce n'était plus seulement un devoir impersonnel, c'était devenu quelque chose de plus. Il regarda Claire, sa vulnérabilité, la vie qu'elle portait, et sut qu'il ferait n'importe quoi pour les protéger. Quand elle eut fini de parler, un silence lourd plana entre eux. Alors, elle sortit de son cou un petit médaillon d'argent, simple et un peu cabossé. « C'était à ma mère, dit-elle, la voix basse. C'est la seule chose de valeur que j'ai. Je veux que vous le gardiez, pour tout. » Jean regarda le médaillon dans la paume de sa main. Il était chaud au toucher. Il hésita, puis referma ses doigts sur l'objet. « Gardez-le, Claire. Vous en aurez besoin pour le donner à votre enfant. » Mais son geste, la confiance implicite, ouvrit une autre petite fissure dans son armure. Il prit un petit couteau qu'il portait toujours, un qui avait appartenu à son père, et commença à sculpter un petit oiseau dans un morceau de bois qu'il avait pris dans la caisse à bois. Il travailla en silence pendant un moment, et quand il eut terminé, il lui tendit le petit oiseau de bois. « Pour le bébé, » dit-il maladroitement. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, il y avait une lueur différente en elle.
Elle tint l'oiseau comme si c'était un trésor. Ce fut un échange silencieux, une reconnaissance d'un lien qui se renforçait. Les jours suivants, Jean se prépara à l'inévitable. Il vérifia ses armes, stocka des munitions. Il renforça la porte de la cabane et les volets des fenêtres. Il savait que sa petite forteresse ne résisterait pas à une attaque déterminée, mais cela leur donnerait une chance de se battre. La tension en ville était palpable. Les hommes de main de M. Antoine Leclerc devenaient plus impatients, leur présence plus oppressante. Jean les confronta une fois au milieu de la rue principale, sa voix calme, mais ses yeux froids comme la glace. « Cette ville est sous ma protection, dit-il. Si vous cherchez des ennuis, vous avez trouvé le mauvais endroit. » Le chef, l'homme à la cicatrice appelé Antoine, ne fit que sourire son sourire sinistre. « Nous ne cherchons pas d'ennuis, shérif. Nous voulons juste ce qui nous appartient. » « Les gens n'appartiennent à personne, » répondit Jean, avant de se retourner et de s'éloigner, les laissant avec la menace implicite. La découverte vint de manière traîtresse. Un vieux prospecteur, alcoolique et désespéré pour quelques sous pour du whisky, vit Jean acheter plus de provisions que d'habitude à l'épicerie de Madame Dupont, y compris quelques articles clairement féminins. Il fit le lien et, motivé par la promesse de récompense, chercha Antoine et ses hommes. Par une nuit sombre et sans lune, tandis qu'une tempête se formait dans les montagnes, apportant avec elle l'odeur de terre mouillée et d'ozone, Jean était dehors près de la cabane, vérifiant les environs. Ses sens étaient aiguisés, chaque son de la forêt amplifié par l'attente. C'est alors qu'il vit une empreinte fraîche dans la boue près du ruisseau, trop grande pour être celle d'un animal, et ce n'était pas la sienne. Et puis plus loin, une cigarette presque éteinte, de la même marque qu'Antoine fumait. Il savait, ils avaient trouvé la cabane. Le deuxième moment de haute tension arriva comme un coup de poing dans l'estomac. Le siège se resserrait. La respiration de Jean se bloqua dans sa gorge. Le temps était écoulé. Il entra rapidement dans la cabane, le visage pâle sous son bronzage. Claire, qui somnolait sur une chaise, se réveilla effrayée par son entrée abrupte. « Ils savent où nous sommes, » dit-il, la voix tendue. « Nous devons nous préparer. » La peur dans ses yeux était accablante, mais il y avait aussi une nouvelle détermination. Elle se leva, la main protectrice sur son ventre. « Que ferons-nous » demanda-t-elle, la voix étonnamment ferme. Tandis qu'il barricadait la porte et les fenêtres, la conversation entre eux devint plus intime, plus désespérée. « J'ai perdu ma femme et ma fille, Claire, » dit Jean, la voix rauque d'une douleur ancienne qu'il laissait rarement transparaître. « Je n'étais pas là pour les protéger. Je ne peux pas échouer à nouveau. » Ses yeux se remplirent de compassion. « Vous n'échouerez pas, Jean. Et moi, j'ai tellement peur. Pas pour moi, mais pour cet enfant. Elle est tout ce qui me reste d'espoir. » Il lui tint la main un instant, un geste de réconfort et de promesse. « Nous la protégerons. Ensemble. » La vulnérabilité partagée en cette heure sombre forgea un lien entre eux plus fort que l'acier. La tempête éclata avec fureur, la pluie fouettant la cabane, le vent hurlant comme un cœur d'âme perdue. Et puis, au milieu du rugissement de la nature, vinrent les sons qu'il craignait. Le galop des chevaux, le cri rauque d'Antoine. « Shérif, nous savons qu'elle est là. Livrez-la et personne d'autre ne sera blessé. » Jean brandit son fusil Winchester, le canon froid et familier dans ses mains. « Restez loin de la fenêtre, Claire, » ordonna-t-il, se positionnant près d'une fente dans le volet. La nuit explosa en fureur, crachant feu et plomb, tandis que la cabane gémissait sous l'assaut comme un navire dans la tempête. Les tirs des bandits brisaient le bois, le son assourdissant se mêlant aux coups de tonnerre. Jean répondait aux tirs avec une précision calculée, chaque balle tirée avec un but. Il vit un des hommes d'Antoine tomber de cheval, puis un autre reculer en criant de douleur. Mais ils étaient trois, et il n'était qu'un. Et puis, au milieu du chaos, Claire laissa échapper un gémissement aigu. Jean se retourna et la vit courbée, le visage tordu par la douleur. « Le bébé arrive », parvint-elle à dire entre deux souffles. La panique menaça d'engloutir Jean. Protéger Claire, combattre les bandits, et maintenant, aider à un accouchement au milieu d'une fusillade. Cela semblait impossible, mais il regarda son visage, la confiance mêlée à la peur, et sut qu'il ne pouvait pas fléchir. Il l'aida à s'allonger sur le lit improvisé, loin du mur qui recevait la plupart des tirs.
Entre deux coups de feu, il essayait de la calmer, suivant les vagues souvenirs de ce que sa mère lui avait raconté sur les accouchements. La lutte dehors continuait. Antoine, enragé par la résistance, criait menaces et obscénités. Jean savait qu'ils essaieraient d'entrer de force. Il devait en finir, et vite. Dans un moment de calme relatif dans les tirs, tandis qu'il rechargeait son fusil, Claire, même au milieu d'une contraction douloureuse, vit une silhouette se faufiler sur le côté de la cabane, en direction de la fenêtre arrière, qui était moins protégée. « Jean, attention, derrière !» cria-t-elle, la voix tendue par l'effort et l'alarme. Il se retourna à temps pour voir un des hommes d'Antoine essayer de forcer le volet. Un tir rapide et précis du shérif le fit reculer avec un hurlement. L'avertissement de Claire, son acte de courage au milieu de sa propre agonie, lui avait sauvé la vie. Ce fut un sacrifice silencieux, une démonstration qu'ils étaient véritablement ensemble dans cette lutte. Antoine, maintenant seul, mais encore plus dangereux dans son désespoir, tenta une dernière carte. Avec un cri sauvage, il courut vers la porte, tirant follement, essayant de la défoncer avec son épaule. Jean savait que la porte ne résisterait pas longtemps. Il devait l'affronter. « Restez ici, Claire !» cria-t-il, et courut vers la porte. Au moment où Antoine parvint à ouvrir une fente, Jean donna un coup de pied violent dans la porte, projetant le bandit en arrière dans la boue. Il sortit dans la tempête, le revolver au poing, affrontant Antoine sous la pluie torrentielle et les éclairs qui illuminaient la scène comme des flashs fantomatiques. L'affrontement fut bref et brutal. Des coups de feu résonnèrent dans la nuit, l'odeur de poudre se mêlant à celle de la terre mouillée. Jean sentit une douleur aiguë dans le bras. Une balle d'Antoine l'avait effleuré. Mais son propre tir fut précis. Antoine tomba à genoux, le sourire sinistre enfin effacé de son visage, avant de basculer en avant, sans vie. Le silence qui suivit fut presque aussi assourdissant que la fusillade, brisé seulement par le bruit de la pluie et par le gémissement lointain de Claire venant de l'intérieur de la cabane. Jean courut à l'intérieur, le bras saignant, le cœur battant à tout rompre. Il trouva Claire épuisée, mais ses yeux brillaient d'une force incroyable. Avec son aide maladroite, entre douleur et poussée, sous la lumière vacillante d'une lampe à huile, un nouveau son rejoignit la symphonie de la tempête, le cri fort et sain d'un bébé. Une fille. Jean, les mains encore tremblantes de la bataille et maintenant salies par l'accouchement, coupa le cordon ombilical avec son couteau et enveloppa la petite créature dans un linge propre. Quand il la plaça dans les bras de Claire, il vit sur son visage un type de paix qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une paix qui semblait irradier et toucher quelque chose de profond en lui. Il s'assit à côté du lit, épuisé, blessé, mais avec une étrange sensation de contentement. La peur était un animal affamé rongeant les entrailles de Jean pendant l'affrontement, mais la détermination à protéger Claire et l'enfant était le fouet qui le tenait à distance. Et maintenant, avec la bataille gagnée et la nouvelle vie dans ses bras, cette peur commençait à reculer, remplacée par quelque chose de plus chaud, de plus lumineux. Le calme après la tempête fut cependant bref. Claire développa une forte fièvre le lendemain matin, une complication de l'accouchement difficile et du stress. Jean, soignant sa propre blessure au bras, sentit une terreur glacée parcourir son corps. L'idée de la perdre, maintenant qu'elle et le bébé étaient devenus le centre de son monde, était insupportable. Il s'occupa d'elle avec une dévotion féroce, appliquant des compresses froides, la forçant à boire de l'eau et des tisanes qu'il se souvenait de sa grand-mère préparer. Au même moment, la nouvelle de la fusillade à la cabane du shérif et de la mort des hommes de M. Antoine Leclerc se répandit en ville. Certains regardaient Jean avec un respect renouvelé, d'autres avec peur. Madame Dupont fut la première à offrir de l'aide, apportant de la nourriture, des vêtements propres pour le bébé et un regard inquiet pour Claire. Tandis que Claire luttait contre la fièvre, une nouvelle rumeur commença à circuler, apportée par un voyageur qui avait traversé le territoire de M. Antoine Leclerc. Le baron du bétail lui-même, ayant appris la mort de ses hommes, viendrait personnellement avec un groupe encore plus nombreux, pour reprendre sa propriété et venger ses hommes de main. Le troisième moment de haute tension s'installa, une menace sombre à l'horizon,
brisant la fragile sensation de sécurité qu'ils avaient conquise. L'ombre de M. Antoine Leclerc planait à nouveau. Mais Claire était forte. La fièvre céda après quelques jours angoissants, et elle commença à se rétablir lentement, nourrie par les soins de Jean et par la présence constante de sa fille, qu'elle appela Sophie. Espoir, un nom qui semblait un phare dans l'obscurité. Jean et Claire s'occupèrent de la petite Sophie ensemble. Lui, maladroit au début, apprenant à changer des couches improvisées et à calmer les pleurs du bébé d'une voix étonnamment douce. La cabane, auparavant un sanctuaire de solitude et de douleur, se remplit de nouveaux sons, de nouvelles odeurs, d'une nouvelle vie. La dynamique entre eux changea subtilement. Les regards étaient plus longs, les sourires plus fréquents. L'intimité forgée dans le danger et la naissance de l'enfant créa un lien profond et indéniable. Jean se surprenait à sourire sans raison, sentant une chaleur dans sa poitrine qu'il pensait avoir perdue avec Marthe et Sarah. La culpabilité était toujours là, une ombre persistante, mais il y avait maintenant quelque chose de plus, quelque chose qui la repoussait dans les coins. Quand Claire fut assez forte, elle raconta enfin à Jean toute la vérité sur M. Antoine Leclerc. Il n'était pas seulement cruel, c'était un monstre sadique, obsédé par le contrôle dont l'influence s'étendait sur de vastes territoires. Sa fuite avait été un acte de désespoir extrême. « Il ne cessera jamais de me chercher, Jean », dit-elle, la voix étranglée par la peur, surtout maintenant qu'il sait pour Sophie. Jean lui tint la main. « Nous l'affronterons, Claire. S'il vient, nous serons prêts. » Mais il savait qu'il ne pourrait pas vivre éternellement sous cette menace. La ville, initialement effrayée par la colère de M. Antoine Leclerc, commença à s'unir autour de son shérif. Le courage de Jean et l'histoire de Claire touchèrent quelque chose en eux. Madame Dupont organisa les habitants, et ils offrirent de l'aide, de la vigilance, et même des hommes prêts à se battre si nécessaire. Jean, pour la première fois depuis des années, ne se sentit pas complètement seul. La menace de M. Antoine Leclerc, cependant, ne se matérialisa jamais de la façon dont il la craignait. Des semaines passèrent, et la seule nouvelle qui parvint fut que le baron du bétail, ayant appris qu'il devrait affronter non seulement un shérif déterminé, mais une ville entière unie, et peut-être craignant l'attention qu'un conflit ouvert attirerait sur ses autres affaires louches, avait décidé, pour l'instant, de reculer. Peut-être avait-il d'autres problèmes, d'autres propriétés à contrôler. Ou peut-être, juste peut-être, l'histoire de la résistance dans la petite ville sans nom était-elle devenue un avertissement. L'ombre de M. Antoine Leclerc planait toujours, mais ce n'était plus une menace immédiate et écrasante. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais pleine de futurs possibles, comme la terre après une pluie rédemptrice, attendant les bonnes graines pour fleurir. Avec la menace diminuée, une nouvelle question se posa. Que faire maintenant ? Claire ne pouvait pas retourner à son passé, et Jean ne voulait pas retourner à sa solitude. Par un après-midi ensoleillé, tandis qu'ils observaient la petite Sophie dormir sereinement dans un berceau improvisé qu'il avait lui-même construit, Claire se tourna vers Jean, ses yeux remplis d'une émotion qu'il commençait à reconnaître comme de l'amour. « Je n'ai nulle part où aller, Jean, » dit-elle doucement. « Mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis chez moi. » Il la regarda. La force et la beauté qui émanaient d'elle, la petite enfant qui représentait un nouveau départ. La douleur de la perte de Marthe et Sarah ne disparaîtrait jamais complètement, mais il réalisa que son cœur, qu'il pensait irrémédiablement brisé, était encore capable d'aimer, capable de protéger, capable de ressentir de la joie. L'espérance, auparavant une graine oubliée en sol aride, commençait à germer dans son cœur, arrosée par la présence de Claire et par le cri fort du nouveau-né, promettant une récolte de sens dans sa vie dévastée. « Alors restez, Claire, dit-il, la voix étranglée. Restez toutes les deux. Cette cabane est petite, mais il y a assez de place pour une famille. » Un sourire radieux illumina le visage de Claire, et elle se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, plein de promesses et de gratitude. La ville sans nom, qui auparavant semblait juste un point d'arrêt oublié par le temps, commença également à changer. Le courage de son shérif et l'histoire de Claire et Sophie injectèrent une nouvelle vie dans la communauté. Les gens semblaient marcher un peu plus droit, sourire un peu plus. Jean Dubois, le shérif à l'âme érodée,
trouva non seulement la rédemption de son passé, mais un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il continua d'être un homme de peu de mots, mais ses yeux n'étaient plus aussi hantés. Il y avait une nouvelle lumière en eux, un reflet de l'amour et de l'espoir qui remplissait désormais sa vie. Il avait appris que protéger les sans défense n'était pas seulement un devoir, mais un acte d'amour, et que même dans les ravins les plus profonds de l'âme, la vie et l'amour trouvent toujours un moyen de fleurir. La cabane dans les montagnes, auparavant un symbole d'isolement, devint un foyer, chauffé non seulement par la cheminée, mais par le rire d'une enfant et par l'amour silencieux entre un homme qui pensait avoir tout perdu et une femme qui avait trouvé tout quand elle s'y attendait le moins. Et ainsi, sous le vaste ciel de l'Ouest, entre des montagnes imposantes et des plaines balayées par le vent, une nouvelle histoire commença à être écrite, une histoire de courage, de rédemption et du pouvoir durable du cœur humain.